Le pays asiatique le plus inconnu et surprenant. Le Népal, situé au cœur de l'Himalaya, est un pays au contraste géographique impressionnant. Ses paysages vont des vastes plaines du Terai, au sud, aux imposantes montagnes au nord, qui comprennent 8 des 14 montagnes les plus hautes du monde. Parmi elles se trouve le mont Everest, la plus haute montagne de la Terre, avec ses 8848 mètres d'altitude. L'Himalaya n'est pas seulement une merveille naturelle, mais joue également un rôle central dans la culture et l'économie népalaise. Les montagnes sont vénérées comme des demeures des dieux dans la mythologie hindoue et bouddhiste, servant de destination de pèlerinage et de spiritualité, en plus d'attirer des alpinistes et des touristes du monde entier, stimulant ainsi l'économie locale grâce au tourisme d'aventure. Les sentiers de l'Himalaya, tels que le célèbre circuit des Annapurna et le sentier jusqu'au camp de base de l'Everest, offrent des expériences de trekking incomparables. Ces sentiers traversent des paysages variés, des forêts de rhododendrons aux glaciers éblouissants, et permettent aux randonneurs de découvrir l'hospitalité des diverses communautés ethniques qui habitent les montagnes. Le trekking et l'alpinisme ne génèrent pas seulement des revenus significatifs grâce aux frais de permis et aux services de guide, mais créent également des emplois et des opportunités de développement dans les zones rurales éloignées. Les montagnes sont donc une source vitale de subsistance et de fierté nationale pour le Népal. La vie urbaine au Népal est vibrante et dynamique, surtout dans la capitale, Katmandou. Katmandou est un creuset de culture, avec des temples anciens, des places historiques et des marchés animés qui coexistent avec des zones modernes remplies de cafés, de boutiques et d'institutions éducatives. La ville est un centre d'activités économiques et culturelles, où l'on peut observer un mélange fascinant de tradition et de modernité. Malgré le développement urbain, Katmandou conserve ses racines culturelles profondément ancrées, avec des festivals religieux et des rituels traditionnels qui se déroulent régulièrement, reflétant la riche héritage du pays. En revanche, la vie rurale au Népal est marquée par un rythme plus lent et des pratiques agricoles traditionnelles. Les villages éloignés, disséminés sur les flancs des montagnes et dans les vallées profondes, dépendent largement de l'agriculture de subsistance. Les habitants cultivent du riz, du maïs et du blé sur des terrasses qui descendent les montagnes comme des marches géantes. Les infrastructures dans les zones rurales sont limitées, avec de nombreuses communautés accessibles uniquement à pied ou en jeep, ce qui préserve les modes de vie ancestraux. Cependant, le manque d'accès aux services de base et aux opportunités économiques représente un défi significatif pour le développement rural. Ce contraste entre la vie urbaine et rurale au Népal souligne la diversité et la complexité du pays. À Katmandou, les gens bénéficient de l'accès aux technologies modernes, à l'éducation supérieure et aux services de santé avancés, tandis que dans les zones rurales, la vie suit un mode plus traditionnel, basé sur la communauté et l'autosuffisance. Cette dualité fait partie de l'identité népalaise, où l'ancien et le moderne coexistent en un équilibre délicat. La beauté naturelle et la riche culture du Népal en font un pays unique et fascinant, où chaque région offre une nouvelle perspective et une histoire différente à raconter. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. La culture et les traditions du Népal sont profondément influencées par ses religions prédominantes, l'hindouisme et le bouddhisme. Environ 80% de la population népalaise suit l'hindouisme, tandis qu'environ 10% suit le bouddhisme, et les deux coexistent harmonieusement. Ces systèmes de croyances façonnent la vie quotidienne des Népalais, depuis l'architecture des temples jusqu'aux festivals vibrants qui sont célébrés tout au long de l'année. La présence de nombreux lieux sacrés, tels que Pashupatinath, un important temple hindou, et Swayambhunath, un ancien temple bouddhiste, démontrent l'interconnexion de ces deux religions et leur influence durable sur l'identité culturelle du Népal. Les festivals religieux au Népal sont des moments de grande célébration et de cohésion communautaire, reflétant la profonde spiritualité du peuple. Dashain est le plus grand et le plus important festival hindou, célébré pendant 15 jours à l'automne. Il marque la victoire du bien sur le mal, symbolisée par la déesse Durga vainquant le démon Mahishasura. Pendant Dashain, les familles se réunissent, participent à des rituels, échangent des bénédictions et sacrifient des animaux en offrande aux dieux. Un autre festival significatif est Tihar, également connu sous le nom de Deepawali, qui est une célébration de 5 jours en l'honneur de différents dieux, animaux et relations familiales. Pendant Tihar, les maisons sont décorées de lampes et de fleurs, et il y a des célébrations spéciales pour les corbeaux, les chiens, les vaches et les frères, chacun symbolisant différents aspects de la vie et de la spiritualité. L'architecture népalaise, en particulier les temples et les palais, est un témoignage vivant de la richesse culturelle et historique du pays. L'art newar, développé par la communauté newar de la vallée de Katmandou, est particulièrement remarquable pour sa beauté complexe et sa sophistication. Les temples newar, tels que ceux de Bhaktapur et de Patan, sont connus pour leurs sculptures en bois complexe, leurs portes ornées et leurs toits à plusieurs niveaux qui s'élèvent en harmonie avec l'environnement montagneux. Ces temples combinent souvent des éléments hindous et bouddhistes, symbolisant la fusion des influences culturelles et religieuses au Népal. La société népalaise est très complexe, composée de castes et de communautés ethniques, chacune avec ses propres traditions et modes de vie. Le système de castes au Népal, semblable à celui de l'Inde, est profondément enraciné dans l'histoire et la culture du pays. Il est structuré de manière hiérarchique et définit les interactions sociales et les fonctions professionnelles des personnes. Les 4 principales catégories de castes sont les brahmanes, prêtres et érudits,
les Kshatriyas, guerriers et administrateurs, les Vaishyas, commerçants et agriculteurs, et les Sudras, travailleurs manuels. Bien que la discrimination basée sur les castes ait été officiellement abolie, elle influence encore de nombreux aspects de la vie quotidienne, surtout dans les zones rurales. En plus des castes, le Népal est remarquable pour sa diversité ethnique, avec plus de 100 groupes ethniques distincts, chacun ayant ses caractéristiques uniques. Parmi eux se trouvent les Sherpas, mondialement connus pour leurs compétences en alpinisme, les Newars, qui possèdent une riche tradition culturelle et artistique, les Tharus, qui habitent les régions du Terai, et les Gurung, connus pour leur service dans les forces militaires britanniques et indiennes. Chaque groupe ethnique a sa propre langue, ses vêtements, sa musique et ses danses, contribuant ainsi à la diversité culturelle vibrante du Népal. Cette diversité est célébrée lors de festivals et de cérémonies qui varient considérablement d'une communauté à l'autre. En ce qui concerne les traditions matrimoniales, une pratique unique et fascinante présente dans certaines communautés tibétaines au Népal est la polyandrie, où une femme peut épouser plusieurs hommes, généralement des frères. Cette pratique, bien que rare, est une adaptation aux conditions de vie difficiles dans les régions montagneuses et vise à préserver la terre et les ressources au sein de la famille. En se mariant avec des frères, on évite la division de la propriété familiale, garantissant ainsi la durabilité économique et sociale. La polyandrie est plus courante dans les régions éloignées du district de Humla et parmi les Tibétains du Haut-Mustang. Le contexte historique et culturel de la polyandrie est multifacette. Historiquement, les conditions géographiques et économiques difficiles des régions montagneuses du Népal ont exigé des systèmes sociaux qui maximisent l'efficacité et la survie. La polyandrie aidait à maintenir de grandes étendues de terres intactes et à garantir qu'il y ait suffisamment de main-d'œuvre pour travailler dans l'agriculture familiale. Culturellement, la pratique est également liée à des croyances religieuses et mythologiques qui valorisent l'harmonie familiale et communautaire. Dans certaines traditions, on croit que plusieurs maris fournissent une protection et une sécurité supplémentaires pour la femme et les enfants. Malgré ses racines historiques, la polyandrie est en déclin avec la modernisation et l'influence de valeurs externes. L'éducation et la mobilité économique offrent de nouvelles opportunités aux jeunes, qui optent souvent pour des mariages monogamiques. Cependant, la pratique persiste encore dans certaines régions pour des raisons économiques et culturelles. Comprendre ces traditions uniques et les structures sociales complexes du Népal est crucial pour apprécier la profondeur et la résilience de la culture népalaise. La coexistence d'anciennes traditions et de nouveaux modes de vie illustre la capacité du Népal à s'adapter aux changements tout en préservant son riche patrimoine culturel. La pratique de la polyandrie, où une femme épouse plusieurs maris, généralement des frères, a des racines économiques et sociales profondes dans certaines régions du Népal. Principalement trouvée parmi les communautés tibétaines et dans des zones comme le Haut-Mustang et Humla, cette pratique est une réponse aux conditions environnementales sévères et aux limitations de ressources de ces régions montagneuses. Dans des terres arides et montagneuses, l'agriculture est la principale forme de subsistance, mais les terres arables sont rares et difficiles à cultiver. La polyandrie aide à préserver la terre et les ressources au sein d'une seule famille, évitant la fragmentation des propriétés agricoles qui pourrait survenir si chaque frère se mariait et formait des familles séparées. D'un point de vue économique, la polyandrie maximise l'efficacité du travail et la durabilité de la famille. Avec plusieurs maris, il y a plus de main-d'œuvre disponible pour travailler la terre et s'occuper du bétail, ce qui est crucial dans une économie de subsistance. De plus, cette pratique distribue le risque économique. Si l'un des maris décède ou devient invalide, les autres peuvent continuer à soutenir la famille, assurant une sécurité économique. Cette structure familiale évite également la nécessité de diviser l'héritage, maintenant l'intégrité de la propriété familiale à travers les générations. Ainsi, malgré l'évolution des valeurs et des modes de vie, certaines pratiques traditionnelles comme la polyandrie subsistent en raison de leur utilité économique et de leur importance culturelle. La compréhension de ces dynamiques permet d'apprécier comment les communautés népalaises naviguent entre tradition et modernité, en s'adaptant aux nouveaux défis tout en préservant leurs pratiques ancestrales. Socialement, la polyandrie influence significativement les dynamiques familiales et communautaires. Les familles polyandriques tendent à être plus cohésives et collaboratives, avec tous les membres travaillant ensemble pour le bien-être commun. Les frères maris partagent les responsabilités tant dans l'agriculture que dans les soins aux enfants, favorisant une division équilibrée du travail et des ressources. L'épouse, quant à elle, joue un rôle central dans la coordination et la médiation des relations entre les maris, devenant souvent une figure de grand respect et d'autorité au sein de la famille. Dans le contexte communautaire, la pratique de la polyandrie promeut la solidarité et la coopération entre les familles voisines. Les communautés qui pratiquent la polyandrie possèdent généralement des systèmes sociaux qui encouragent le soutien mutuel et la résolution collective des problèmes. Les réseaux de parenté sont complexes et interconnectés, renforçant les liens communautaires et garantissant une utilisation durable des ressources. De plus, la polyandrie aide à réguler la population car elle limite le nombre de descendants directs, ce qui est une considération importante dans les zones où les ressources sont limitées. Malgré ces avantages, la polyandrie est en déclin en raison de la modernisation, de l'augmentation de la mobilité sociale et des influences externes. L'éducation et l'accès à de nouvelles opportunités économiques offrent des alternatives aux jeunes générations qui préfèrent souvent les mariages monogamiques. Cependant, là où elle est encore pratiquée, la polyandrie continue de jouer un rôle vital dans la soutenance des familles et des communautés. Comprendre cette pratique en profondeur révèle la capacité d'adaptation des sociétés humaines à leurs circonstances environnementales et économiques,
et souligne la diversité des structures familiales à travers le monde. La vie quotidienne au Népal est une fusion riche et diversifiée d'activités qui varient considérablement entre les zones urbaines et rurales. À la campagne, l'agriculture est la principale occupation, avec la majorité des familles impliquées dans la culture du riz, du maïs, du blé et des légumes. La journée typique d'un agriculteur commence à l'aube, avec des tâches telles que labourer les champs, semer, irriguer et s'occuper du bétail. L'agriculture au Népal est souvent un effort communautaire, les voisins s'entraidant pendant les périodes de plantation et de récolte. En plus de l'agriculture, de nombreuses familles rurales se consacrent au tissage, à l'artisanat et à la production de lait et de fromage, complétant ainsi leurs revenus et se soutenant dans un environnement souvent difficile. Dans les zones urbaines, la vie est considérablement différente. Des villes comme Katmandou et Pokhara sont des centres de commerce, d'éducation et d'administration. Les travailleurs urbains peuvent être trouvés dans une variété de secteurs, y compris le commerce, les services, la fabrication et la technologie de l'information. Une journée typique pour un travailleur urbain peut impliquer un long trajet encombré pour se rendre au travail, suivi d'une journée dans des bureaux, des magasins ou des usines. Pour les étudiants, la routine inclut la fréquentation des écoles ou des universités, allant des institutions publiques de base aux écoles internationales et aux universités offrant une large gamme de programmes académiques. L'éducation est très valorisée, et de nombreux jeunes aspirent à des carrières dans des domaines tels que la médecine, l'ingénierie, les affaires et la technologie. Et si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À tout de suite.